Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'agrégation de mathématiques. Dans cette première vidéo, je vais corriger la partie 1A en fait, de la seconde épreuve de l'agrégation interne session 2018. Le but du sujet, globalement, c'est étudier la notion de médiatrice de deux ensembles dans le contexte d'espace métrique. Donc si vous avez un premier ensemble et un deuxième ensemble, donc peut-être ça peut être un point, le deuxième ensemble, vous voulez trouver l'ensemble des points de l'espace métrique qui sont équidistants des deux ensembles. Donc si les deux ensembles sont des points, alors on tombe sur la notion de médiatrice usuelle, mais la notion sera définie de façon générale. D'abord on commence avec les notations, donc je vais pas parcourir toutes les notations possibles. Quand on y arrivera, on va dire c'est quoi les notations. Ce qui nous intéresse dans cette première partie, c'est surtout cette notion-là. Donc on est dans un espace métrique E, et puis A est un sous-ensemble de E. Et puis je prends un point X de E. Alors la distance entre X, le point X et l'ensemble A, c'est ce inf-là. C'est l'inf de la distance entre X et petit a lorsque petit a appartient à grand A. Et donc intuitivement, c'est la distance la plus proche de X à un point de A, de grand A. Donc ce sera cette distance-là sur le schéma que j'ai fait. Ce sera en effet la plus petite distance de X à un point de A lorsque cette plus petite distance existe. Sinon ce sera l'inf, la borne inférieure de l'ensemble des distances entre X et un point de A. Et l'inf, il faut se rappeler, c'est le plus grand des minorants. Donc il faut bien comprendre cette notation-là. Si vous prenez l'ensemble des distances entre X et petit a lorsque A appartient à grand A, ici le X est fixé, c'est le A qui varie. Cet ensemble de réels, donc c'est inclus même dans R+, et cet ensemble est minoré, parce que 0 est inférieur ou égal à n'importe lequel des éléments de cet ensemble. Un ensemble minoré de R a toujours un plus grand minorant, qu'on appelle la borne inférieure. Et cette borne inférieure sera la distance entre X et grand A. Donc ce sera l'inf de cet ensemble-là. Et c'est une notion fondamentale dans tout ce sujet. Il faut bien réfléchir à ça et comprendre ça. Et là, il y a des petits rappels. Donc la parabole de foyer F et de directrice delta, c'est l'ensemble des points M, tels que la distance entre M et F. C'est la distance entre M et delta, qu'on peut exprimer alors en termes de médiatrice. Et puis, c'est quoi une fonction K-Lipschitzienne. Donc, quand on y arrive, on va rappeler les définitions. Je parcours un peu vite le sujet. Donc, la première partie, c'est les généralités. Donc, sur cette notion de distance entre un point et un sous-ensemble d'un espace métrique. On va utiliser beaucoup de notions topologiques, notamment la notion d'adhérence. Et on va démontrer à la fin, donc à la question 9, la formule qui définit la distance entre un point et un hyperplan, lorsque l'espace métrique est un espace euclidien. Dans la partie 1b, on étudie, donc on applique les notions de 1a à un cas particulier, celui où l'espace métrique est un espace de matrice. On démontre ici la notion de décomposition polaire, qui permet d'écrire toute matrice inversible comme le produit d'une matrice orthogonale et d'une matrice symétrique définie positive. Et il y aura des applications à ça, notamment donc ici on va démontrer que la distance d'un élément inversible de Mn de R à l'ensemble des matrices non inversibles, c'est exactement 1 sur la norme de l'inverse de T. Dans la partie 2, on va voir des exemples, un exemple spécifique, très spécifique, point d'une courbe à égale distance d'une droite. On va étudier cette fonction-là. Puis dans la partie 3, on va étudier la notion de courbe médiatrice de deux fermés de R2. Donc si vous avez deux fermés, donc ça peut être un point et un cercle, et vous voulez les points qui sont à égale distance entre ce point et ce cercle. Et la dernière partie, donc ça fait une étude plus poussée, c'est le cas où A et B non seulement sont des fermés, mais sont des compacts, et on montre que la courbe médiatrice de ces deux compacts admet une asymptote. Donc dans les parties 3 et 4, l'espace métrique c'est R2. On va commencer avec la première partie. Dans le rapport du jury, on peut lire que les candidats admissibles sont ceux qui dans l'ensemble ont traité les parties 1A, 1B et 2, qui sont toutes des parties faisables, mais il faut
être rigoureux dans la rédaction et être assez concis. Donc, il faut s'arranger pour être à la fois rigoureux et assez concis. C'est d'ailleurs ce que recommande le jury dans son rapport. Alors, la première partie, je prends deux parties non vides A et B d'un espace métrique E, avec un A qui est inclus dans B. Donc j'ai A, ça c'est A, et puis ça c'est B. Donc B c'est plus grand que A, disons. J'ajoute A, la partie assurée en rouge pour avoir B. Et puis je prends un X de E, donc ça peut être dans A, dans B ou à l'extérieur des deux, peu importe. Donc ça c'est X. Il faut montrer que dB de X est plus petit que dA de X. Ce que ça dit intuitivement, dB de X c'est la distance entre X et B, donc essentiellement c'est la plus petite distance entre X et un élément de B, lorsque ça existe, sinon c'est un inf et non pas un min. Donc c'est cette grandeur-là en vert, et dA de X, voilà, c'est la distance entre X et A. Donc c'est la longueur de ce segment en bleu. L'intuition c'est si B est plus grand que A, B a plus de chances d'être proche de ce X que A. Donc la distance entre X et B est plus petite que la distance entre X et A. Mais comment on formalise cette idée de façon rigoureuse? On va rappeler d'abord la notion de distance. Donc dA de X, c'est l'inf de l'ensemble des réels suivants, l'inf des distances entre X et A et petit a lorsque petit a appartient à grand A. Et pareil pour dB de X. dB de X, c'est l'inf de la distance entre X et petit b lorsque petit b appartient à grand B. Donc dB de X, c'est l'inf d'un ensemble de réels, et dA de X, c'est l'inf d'un autre ensemble de réels. Maintenant, mon hypothèse, c'est que A inclut dans B. Et ça donne quoi? Si je prends un élément de cette forme-là, donc un élément qui est la distance entre X et un élément de A, c'est aussi un élément qui est la distance entre X et un élément de B, parce que tout élément de A est dans B. Et donc, conclusion, tout cet ensemble-là de réels est inclus dans tout cet ensemble-là de réels. Donc je vais dire l'ensemble des distances entre X et un élément de A est inclus dans l'ensemble des distances entre X et un élément de B. Attention, le X est fixé ici. Ce sont deux ensembles de réels et l'un est inclus dans l'autre. Et maintenant, une propriété de l'inf, si un ensemble est inclus dans l'autre, alors l'inf est plus grand que l'inf de l'autre. Donc je peux dire que l'inf de l'ensemble de distance de X à un élément de B est inférieur ou égal à l'inf du premier ensemble, qui est l'ensemble des distances entre X et un élément de A. Mais le premier inf, c'est la distance entre X et B, donc on l'a écrit dB de X, c'est plus petit ou égal. Deuxième inf, c'est dA de X. Et voilà, donc faut-il expliciter plus la preuve? Peut-être que vous pouvez essayer d'expliquer cette implication-là, mais à mon avis, c'est pas la peine de le faire, c'est une propriété connue. Mais il faut la comprendre. Si vous voulez expliciter tout, je veux dire, ça devient vraiment difficile à lire pour le correcteur et c'est pas bien pour vous. Mais il faut la comprendre, cette implication. Je dis un petit mot là-dessus. Donc si un ensemble est inclus dans l'autre, son inf est plus grand que l'inf de l'autre. Pourquoi? Je prends l'inf du grand ensemble. L'inf du grand ensemble, c'est un minorant de tous les éléments du grand ensemble. Donc il est plus petit que tous les éléments du grand ensemble. Et donc en particulier, il est plus petit aussi que tous les éléments du petit ensemble, parce que voilà, tout élément du petit est aussi un élément de grand. Donc l'inf du grand, c'est un minorant de tous les éléments du petit. Mais l'inf du petit, c'est le plus grand des minorants, par définition de l'inf. Donc le plus grand des minorants, c'est plus grand que n'importe quel minorant, et en particulier, c'est plus grand que l'inf du grand. C'est pour ça que l'inf du petit est plus grand que l'inf du grand. Et vous avez l'inégalité. Passons à la deuxième question. On prend une partie grand A non vide de E, et A bar c'est l'adhérence de A. Montrer que pour tout X dans E, la distance entre A et X est nulle, si et seulement si X est dans A bar. La distance entre un point et un ensemble est nulle, si et seulement si le point est adhérent à l'ensemble. Donc je vais faire un petit dessin. Donc ça c'est mon ensemble A. Et puis je prends un élément de A bar, donc un petit X dans A bar, donc je vais le tracer ici. C'est un truc adhérent à A. Il peut être dans A, ça peut être vraiment à l'intérieur, mais bon, je vais les tracer sur la frontière. Il est collé à A sans être dans A. Donc, je vais commencer par, l'implication de droite à gauche, donc celle-là. Soit X dans A bar, montrons que la distance entre X et A est nulle. Ici, on peut utiliser la caractérisation séquentielle de l'adhérence. Comme X est dans A bar,
il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers X. Donc soit Xn, une suite d'éléments de grand A, telle que la limite de Xn, c'est égal à X. Et maintenant, si je prends la distance entre Xn et X, pour n'importe quel n que je considère, si je prends un élément, la distance entre l'élément Xn de la suite et X, c'est la distance entre un élément de A et X, parce que Xn est dans A. Or, des A de X est plus petit ou égal à n'importe quel élément de cette forme-là, à n'importe quel élément de la forme distance entre petit a et x pour a dans grand A. Et donc, des grand A de x est plus petit que la distance entre xn et x pour tout n. Et en même temps, c'est positif, parce que les distances, toujours, c'est positif. Mais ce deuxième terme tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Justement parce que xn converge vers x. Donc c'est l'une des définitions de la convergence, ou caractérisation de la convergence. Une suite converge vers un point, c'est seulement si la distance entre les éléments de la suite et le point tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Et donc on a ce nombre dA de x, il est coincé entre 0 et une suite qui tend vers 0. Et donc dA de x peut être seulement nul. Donc je l'écris un peu vite fait. Or, comme limite de xn égale x, alors limite de la distance entre xn et x égale 0, et par passage à la limite, on a un dA de x, c'est compris entre 0 et 0. Donc dA de x, c'est égal à 0, et c'est ce qu'il faut pour l'implication droite à gauche. Maintenant, pour l'implication gauche à droite, je vais prendre un élément de E et supposer que dA de x égale 0. Montrons que x est dans l'adhérence de A. Donc x peut être à l'intérieur de A, il peut être collé à A, mais ça peut être loin de A. Et comment je vais montrer ça? Je vais juste aussi encore trouver une suite d'éléments de A qui convergent vers X. Si je trouve une suite d'éléments de A qui convergent vers X, par la caractérisation séquentielle de l'adhérence, je sais alors que X est adhérent à A. Comment je peux trouver cette suite? Donc un argument très classique. Je prends n'importe quel n dans n étoiles. Et je sais que 1 sur n, c'est un nombre strictement positif. Donc, elle est plus grand strictement que 0, qui est en fait la distance entre x et a. Et cette distance entre x et a, c'est l'inf de l'ensemble. Donc, c'est l'inf de l'ensemble des distances entre a et x, où petit a appartient à grand A. Donc, j'ai ce 1 sur n qui est strictement plus grand que l'inf. Une propriété de l'inf, si un élément est strictement plus grand que l'inf de l'ensemble, il doit forcément être plus grand que l'un des éléments de l'ensemble. Donc je peux dire, alors il existe xn dans l'ensemble A, tel que distance entre A et xn est plus petit que 1 sur n. Maintenant je dis la chose suivante. Pour tout n, la distance entre A et xn est strictement plus petite que 1 sur n et c'est plus grand ou égal à 0. Donc par passage à la limite, lorsque n tend vers l'infini, on aura que, donc le terme de gauche c'est 0, c'est plus petit que la limite de la distance entre a et xn lorsque n tend vers plus l'infini, et la limite du terme de droite c'est 0. Et attention, par passage à la limite, inégalité stricte devient inégalité large. Et donc la limite de la distance entre a et xn est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'après la définition de la convergence, je peux dire alors que xn, la suite xn, converge vers x. Or, les xn sont tous des éléments de A. Donc, j'ai trouvé une suite d'éléments de A qui convergent vers x, et je peux dire que x appartient à l'adhérence de A. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Que dit le rapport du jury sur les questions qu'on a faites jusqu'à maintenant? Donc, la 2 et la 1, celle-là. Les questions 1 et 2 ont été traitées par la majorité des candidats, mais laissent apparaître une confusion entre minimum et borne inférieure. Voilà. La borne inférieure de l'ensemble est le minimum de l'ensemble lorsque c'est atteint. Donc dans notre cas, si je peux trouver un élément m, disons de grand A, tel que la distance entre x et m, c'est exactement égal à l'inf de la distance entre x et petit a, qui est alors des grands A de x, l'inf dans ce cas sera un minimum. En général, ce n'est pas un minimum, c'est juste une borne inférieure.
Donc une erreur de rédaction qui pourrait impliquer que vous avez fait cette confusion, c'est de dire, dans la rédaction quelque part, par exemple, soit petit m dans grand A tel que la distance entre x et m, c'est dA de x. Probablement beaucoup de candidats ont fait ça. Par exemple ici, dans ce cas, c'est de prendre soit petit m dans grand A tel que distance entre x et m est égale à 0. Ce petit m peut ne pas exister. Oui, j'imagine, beaucoup de gens ont dit, oui, voilà. Donc, s'il y a cette confusion, ils ont dit, ok, cette distance est un inf, ils l'ont confondu avec un min, et donc ils ont dit qu'il est atteint, et donc ils ont dit soit, voilà, ce m-là, tel que distance entre x et m égale 0, ils ont conclu que, comme la distance est nulle, alors x est égal à m, or m est dans A, et donc x est dans A, et A est inclus dans A bar, donc x appartient à A bar. J'imagine que, voilà. Si dans le rapport du jury, ils disent qu'il y a eu cette confusion, probablement beaucoup de gens ont fait ce raisonnement que je viens de faire. On rappelle que la manipulation des inégalités strictes demande beaucoup de soins. Faire attention, comme on a dit ici. Par exemple, passage à la limite, l'inégalité stricte devient une inégalité large, comme ici. Il faut prendre en garde à ne pas confondre A et fermé et compact. Voilà, on n'a pas parlé de fermé et de compact jusqu'à présent, on va le faire. Mais A bar, typiquement A bar c'est un fermé, l'adhérence de A c'est un fermé, c'est pas un compact. Et voilà, il n'y a pas en général unicité de la suite qui converge vers un élément de l'adhérence. Ça c'est vrai aussi. Question 3, on considère une partie non vide de E. Montrer que pour tout xy de E2, dA de x est plus petit que la distance entre x et y plus dA de y. Et puis en déduire que dA est une application lipschitzienne. Donc je vais faire mon petit schéma, donc ça c'est la partie A. Et puis, je prends un x, dA de x est illustré par voilà cette grandeur-là en rouge. Et puis j'ai un autre élément y, et dA de y c'est illustré par voilà cette grandeur-là en bleu. Et puis on veut montrer que voilà la grandeur en rouge est plus petite que verte plus bleu. Je vais considérer un élément petit a de grand A. D'après l'inégalité triangulaire, n'oubliez pas, D est une distance et E est un espace métrique. Donc je peux dire que la distance entre x et a est inférieure ou égale à la distance entre x et y plus la distance entre y et a. Donc x et y c'est qui? X et y c'est fixé depuis le début. Donc soit x, y, ici je dois dire avant le soit a dans A, je dois dire soit x et y des éléments de E. Voilà. J'ai cette inégalité. Maintenant, je connais la définition de dA de x. dA de x c'est l'inf des distances entre x et un élément de A. Donc en particulier, c'est plus petit ou égal à la distance entre x et ce A-là, qui à son tour est plus petit que la somme des distances. On peut dire que dA de x est inférieur ou égal à la distance entre x et y, plus la distance entre y et A. Maintenant, ça c'est vrai pour n'importe quel élément petit a de grand A. Et je peux prendre distance de x à y de l'autre côté, donc je fais moins distance x, y, bon, moins distance x, y, c'est plus petit que distance entre y et a. Pour n'importe quel élément petit a de grand A. Donc ce terme de gauche est un minorant de l'ensemble des distances entre y et un élément de a. Or dA de y, c'est le plus grand des minorants. C'est l'inf, c'est le plus grand des minorants. Et donc je peux dire, d'après la définition de l'inf de l'ensemble, le terme dA de x moins la distance entre x et y, qui est un minorant, doit être plus petit que le plus grand des minorants. Donc doit être plus petit que dA de y. Et en faisant passer distance x à y de l'autre côté, on a l'inégalité voulue. Donc voilà. Ça c'est le A. Et maintenant pour le B, dA est une application lipschitzienne de E dans R. C'est-à-dire quoi lipschitzienne? C'est-à-dire que la distance entre les images est plus petite qu'une certaine constante fois la distance entre les antécédents. Pour tout xy, on a voilà donc d'après A, on a dA de x moins dA de y est inférieur ou égal à la distance entre x et y. On veut montrer que dA est une application lipschitzienne. Donc distance entre images est plus petite que distance entre antécédents. Mais c'est quoi la distance entre les images? Les images par dA sont des éléments de R. La distance dans R, c'est la valeur absolue de la différence. On n'a pas de valeur absolue ici.
On peut la mettre, non? Parce que, voilà, cette inégalité A, elle est vraie pour n'importe quel xy, mais je peux permuter l'ordre de xy et j'obtiens dA de y moins dA de x inférieur ou égal à la distance entre x et y. Donc le nombre et son opposé sont plus petits que la distance entre x et y, donc je peux dire la valeur absolue est plus petite que la distance entre x et y. Ça, c'est vrai d'après A. Distance entre les images, c'est plus petite que 1 fois la distance entre les antécédents. Donc dA est 1 Lipschitzienne. Donc être k Lipschitzienne, savoir distance entre les images est plus petite que k fois la distance entre les antécédents. La chose à laquelle il faut faire attention, il faut garder en tête ici, c'est que les images sont des éléments de R. Les images par dA sont des éléments de R, ce sont des nombres. Donc la distance entre les images, c'est la distance usuelle sur R. C'est la valeur absolue de la différence. Alors que les antécédents x et y sont des éléments de l'espace métrique E. Et la distance entre les antécédents alors, c'est la distance de E qui est en question ici. Pour le rapport du jury sur cette question 3, alors voilà, il faut justifier le passage à la borne inférieure. Il y a des erreurs avec les variables libres et variables liées. Donc attention au quantificateur. Et à la fin, il faut rappeler que l'aspect Lipschitzien nécessite des valeurs absolues. Donc faire attention à ce que valeur absolue de la différence dA de x moins dA de y est plus petite que distance entre x et y. Question 4. On considère A une partie non vide de E et on note A bar son adhérence. Démontrer que dA c'est égal à dA bar. C'est-à-dire il faut montrer que pour tout x de E, la distance entre x et l'ensemble A c'est égal à la distance entre x et l'ensemble A bar. La première chose à constater ici, c'est que A est inclus dans A bar, toujours un ensemble inclus dans son adhérence. Donc dA bar, c'est inférieur ou égal à dA. C'est-à-dire pour tout x, dA bar de x est inférieur ou égal à dA de x. Et ça, c'est l'une des questions précédentes. C'est cette première question. Si A est inclus dans B, alors dB est inférieur ou égal à dA. Et c'est ce qu'on applique ici avec B égale A bar. Pour l'autre inégalité, alors je vais considérer un x dans E, donc soit x dans E, quelconque. Montrons que dA bar de x est inférieur ou égal à dA de x. Quand on va faire ça, donc je vais faire d'abord mon petit schéma. Donc A, c'est peut-être cet ensemble-là. Et A bar, c'est l'ensemble avec la frontière. Et puis je prends un x ici. Il faut montrer que la distance entre x et A, c'est égal à celle entre x et A bar. Et je vais alors commencer par choisir un élément quelconque de A bar. Donc ça peut être à l'intérieur ou sur la frontière, peu importe. Donc je vais appeler cet élément, disons, A, petit a, ou y. Et maintenant, comme y est dans A bar, donc il y a une suite d'éléments de A qui convergent vers y. Donc je peux avoir une suite d'éléments de A, suite yn, qui convergent vers y. Et maintenant, l'idée, c'est que la distance entre x et y, c'est la limite de la distance entre x et yn. Donc la distance entre x et un élément de A bar, ça s'approxime par la distance entre x et des éléments de A. Et ça va nous permettre de montrer ce qu'on veut. Écrivons ça. Soit y un élément de A bar, et yn une suite d'éléments de A qui convergent vers y. Je dis que la distance entre x et y, c'est égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la distance entre x et yn. Pourquoi? C'est juste que l'application distance est continue. Or, pour tout n, dA de x est inférieur ou égal à la distance entre x et yn, parce que yn appartient à A. Cette inégalité est vraie pour tout n, donc elle doit être vraie à la limite lorsque n tend vers l'infini. Mais à la limite, distance entre x et yn devient par ce qu'on a écrit ici, distance entre x et y. Et donc je peux dire dA de x inférieur ou égal à d de x à y. Mais le y était quelconque. Or y appartient à A bar et quelconque. Donc dA de x est plus petit que n'importe lequel de ces distances entre x et y. Donc c'est un minorant de l'ensemble des distances entre x et y. Donc écrivons ça, dA de x
est un minorant de l'ensemble des distances entre x et y lorsque y varie. Lorsque y varie dans A bar. Si c'est un minorant, ça doit être plus petit que la borne inférieure parce que la borne inférieure est le plus grand des minorants. D'où dA de x est inférieur ou égal à inf de cet ensemble-là. Mais inf de cet ensemble-là, c'est dA bar de x. Et voilà, on a montré pour tout x, dA de x inférieur ou égal à dA bar de x. Et c'est ce qu'il faut. Bon, pardon, ici, il faut corriger, on a ici dA bar plus petit que dA. Il faut montrer ici que dA est plus petit que dA bar. Et on a alors les applications dA et dA bar. C'est la même application parce qu'ils ont le même ensemble de départ, c'est E, même ensemble d'arrivée c'est R+. Et puis l'image de n'importe quel point par l'une est égale par l'image de ce point par l'autre. Que dit le rapport du jury sur cette question? La question 4 a été assez peu abordée de manière significative, les argumentations demandant à être plus affinées. Et donc si vous arrivez à la faire, apprenez à faire ces questions, vous avez un grand avantage sur beaucoup d'autres personnes. Question 5. Soit A et B deux parties fermées non vides de E. Démontrez que dA égale dB si seulement si A égale B. Ça, c'est le A. Et puis, pour le B, on veut trouver une condition nécessaire et suffisante simple sur les parties A et B pour avoir dA égale dB. Donc, commençons par le A. Donc, il y a une première implication, donc celle de droite à gauche. Donc, c'est clair. Si deux ensembles sont égaux, donc l'ensemble A est exactement la même chose que l'ensemble B. Donc, quand vous définissez l'application dA, c'est exactement la même chose que l'application dB. dA de x, c'est... Si vous voulez, la distance entre x et l'ensemble A, c'est la même chose que la distance entre x et l'ensemble B, parce que l'ensemble A est la même chose que l'ensemble B. L'autre implication, là où il y a un peu plus de travail, et c'est là qu'il faut utiliser que A et B sont fermés. Donc supposons dA égale dB, montrons que A égale B. Pour montrer que A égale B, je vais procéder par double inclusion, donc montrer d'abord que A inclut dans B, puis l'autre inclusion se fait de façon exactement pareille. Donc pourquoi inclus dans B? Soit x dans A. Je veux montrer que x est dans B, mais je veux utiliser cette hypothèse dA égale dB. Une chose naturelle à considérer, c'est de considérer dA de x. dA de x est égal à quoi? Comme x est dans A, dA de x égale 0. Or, dA égale dB. Donc dB de x est égal à 0. Et d'après la question précédente, d'après la question 2 en fait, celle-là, dB de x égale 0 si et seulement si x est dans B bar. D'après la question 2, x appartient à B bar. Or, B est fermé par hypothèse. Donc, B égale B bar, x appartient à B. Or, B est fermé. Donc, B est égal à B bar. Et x appartient à B. N'importe quel élément de A est aussi un élément de B, d'où A inclus dans B. L'autre inclusion se fait de façon tout à fait pareille, et on a alors A égale B. Et on a montré que dA égale dB, c'est seulement si A égale B. Donc on a montré la partie A de la question 5. Reste alors la partie B. Déduire alors une condition nécessaire et suffisante très simple sur les parties A et B pour avoir dA égale dB. Quelle est la condition nécessaire et suffisante simple? Je sais que si A et B sont fermés, alors la condition est simple, dA égale dB, c'est seulement si A égale B. Mais en général, s'ils sont pas fermés, d'après la question précédente, dA égale dA bar, et dB égale dB bar, non? C'est la question 4. Et A bar, lui, est fermé. L'adhérence d'ensemble, c'est toujours fermé. Et donc on va utiliser ça. Donc dA égale dB, c'est seulement si, quoi. C'est ça la question. Donc je vais dire, d'après 4, dA égale dA bar. Et dB égale dB bar. Maintenant, d'après le 5a, dA bar égale dB bar est vrai si et seulement si A bar égale B bar. Car, voilà, donc l'adhérence d'un ensemble est toujours infermée. Donc ma autre conclusion, dA égale dB si et seulement si dA bar égale dB bar, car dA égale dA bar et dB égale dB bar. Et ça est vrai si et seulement si A bar égale B bar. Donc la condition nécessaire et suffisante simple
pour avoir dA égale dB, c'est, voilà, dA égale dB, c'est seulement si A bar, l'adhérence de A égale à l'adhérence de B. Que dit le rapport du jury sur la question 5? Alors, la question 5a, il faut prendre garde du fait que si A est différent de B, il n'existe pas nécessairement un élément X qui est dans B et qui n'est pas dans A. Certainement, parce que vous pouvez avoir A différent de B car B est strictement inclus dans A, alors tout élément de B est aussi un élément de A. Mais il y a des éléments de A qui ne sont pas des éléments de B. Et donc pour le sens non trivial, certainement beaucoup de gens ont supposé dA égale dB, ont réussi à faire une preuve par contradiction que si A différent de B, ça mènerait à une contradiction. L'hypothèse A différent de B, ça entraîne, il y a un X qui est dans A privé de B ou dans B privé de A. Et donc vous pouvez dire sans perte de généralité, supposons qu'il y a un X dans B privé de A. Pour avoir une bonne rédaction. Nous, dans notre cas, on n'a pas essayé de faire une preuve par contradiction pour cette question. On a fait une preuve directe, on a pris un X dans A, on a montré qu'il est dans B. Question suivante, on suppose que A est un compact non vide de E. Montrer que pour tout élément X de l'espace métrique E, il existe A dans A tel que dA de X, c'est la distance entre X et A. Et là, il faut utiliser la compacité. La chose qu'il faut utiliser ici, c'est le fait qu'une fonction continue sur un compact est bornée à atteint ses bornes. Donc l'inf sera atteint, sera un minimum. Soit x dans E, fixé, on fixe x, et soit f, l'application de E, alors dans R, qui a y, donne la distance entre x et y. L'application distance de E croix E dans R est continue, donc quand je fixe un argument et je fais varier l'autre, c'est continu. Et donc f est continu. Donc je vais dire f est continu, car l'application distance de E croix E dans R est continue. Donc c'est un résultat à connaître. Sur le compact A, je restreins f au compact A. A est inclus dans E, donc je peux restreindre f à A. Donc sur le compact A, f est borné à atteint ses bornes. Car toute application continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes. C'est un théorème. Ça veut dire quoi, ça atteint ses bornes? Ça veut dire il y a un point petit a de grand A tel que f de A, c'est l'inf de f. Et il y a un point petit b tel que f de b, c'est le sup de f. Ce qui vous intéresse, c'est l'inf. Donc il existe petit a dans grand A tel que f de A, c'est égal à l'inf de f sur A. C'est-à-dire l'inf de l'ensemble des f de y lorsque y appartient à A. C'est-à-dire l'inf de l'ensemble f de y, c'est la distance entre x et y. L'inf de l'ensemble de distance entre x et y lorsque y est dans A. Mais cet inf, c'est quoi? C'est justement égal à dA de x. Et le f de A, lui, c'est égal à quoi? F de A, c'est, voilà, distance de x à A. C'est-à-dire distance entre x et A égale à dA de x. Donc on a trouvé un point A tel que distance entre x et A, c'est égal à dA de x, et c'est ce qu'il faut. Montrer qu'il existe un point A tel que la distance entre x et A, c'est dA de x. C'est exactement ce qu'il faut. Question 7. On suppose que E est un espace affine euclidien, c'est-à-dire E, c'est Rn, ou l'isomorphe à Rn, et que D est la distance euclidienne associée, donc D est la distance usuelle sur Rn. On considère A une partie fermée non vide de E, montrer que pour tout point M de E, il existe petit a dans A, tel que dA de M, c'est égal à la distance entre petit a et M. Donc c'est comme la question précédente, mais cette fois on n'a pas que A est compact, on a que A est une partie fermée de l'espace euclidien. Les compacts des espaces euclidiens sont exactement les fermés bornés. On a seulement que A est fermé. Donc comment on va résoudre ça? Donc je vais faire mon petit dessin. Ça c'est grand A, c'est une partie fermée, et puis j'ai un élément petit m, ici, disons. Ce que je dois montrer, c'est que la distance entre m et l'ensemble A est atteinte en un point petit a de grand A.
Donc c'est-à-dire, je dois montrer l'existence d'un élément petit a de grand A, tel que la distance entre petit m et petit a, c'est-à-dire cette grandeur-là. C'est l'inf des distances entre m et x lorsque x appartient à grand A. Je vais tracer une boule, cette boule, centrée en petit m, et qui coupe grand A. C'est une boule fermée que je trace. Je regarde cette intersection. Cette intersection est fermée, car l'intersection de deux fermées. Elle est bornée, car elle est incluse dans une boule. Donc cette intersection est un compact. Donc appelons cette intersection, disons, A'. Et l'idée ici, c'est que la distance entre M et A, c'est la même chose que la distance entre M et A'. Car les points de A qui ne sont pas dans A', ils sont encore plus loin de M. Donc si je regarde l'inf des distances, je vais le trouver en regardant seulement les éléments de A', ou la distance entre M et les éléments de A'. Et comme A' est compact, je peux appliquer le résultat de la question précédente et montrer l'existence de ce petit a. Donc écrivons ça. Soit R positif, choisi de telle sorte que la boule de centre M et de rayon R inter A est non vide. Donc soit A', cette intersection, donc c'est la boule de centre M et de rayon R inter A. Alors ici, attention, je prends la boule fermée, B'MR, B'MR. A' est fermée, car intersection de deux fermées, donc A est fermée par hypothèse, et une boule B'MR est fermée, une boule fermée est toujours enfermée. Et A' est bornée, car inclus dans une boule, donc A' est inclus dans la boule de centre M de rayon R, inclus dans une boule de rayon R. Or, E est euclidien, donc je sais, dans un espace euclidien, qui est en particulier un espace vectoriel normé de dimension finie, les fermés bornés sont exactement les compacts. Donc conclusion, A' est à la fois fermé et borné, A' est compact. D'après la question précédente, il existe un élément petit a de A' tel que la distance entre M et petit a, c'est exactement égal à dA' de M. Or, dA de M, c'est égal à dA' de M. Donc ça, si je veux le justifier vite fait, je dirais, car quel que soit X dans A sans le A', distance entre M et X est plus grand que le rayon de la boule, qui est R. Alors que dA de M est inférieur ou égal à R, car justement l'intersection de la boule et de A est non vide. Donc je peux le dire comme ça, je peux élaborer un peu plus là-dessus. Je le laisse comme ça. Et j'ai maintenant la distance entre petit m et petit a. C'est la même chose que dA' de m. Mais dA' de m, c'est la même chose que dA de m. Et on a trouvé petit a dans A', mais A' est inclus dans A. A' c'est A inter la boule, donc le petit a appartient à grand A. Tel que des distances entre m et petit a, c'est dA de m. Et c'est ce qu'il faut. La chose essentielle qu'on a utilisée ici, c'est que dans un espace euclidien, les fermés bornés sont des compacts. Et donc A, s'il est fermé, a priori c'est pas compact, mais si je l'intersecte avec n'importe quelle boule fermée, ça devient, l'intersection sera un compact. Et je peux alors appliquer le résultat précédent. Question suivante. On se place dans E égale R, muni de sa distance usuelle, et on considère une partie non vide grand A de R. On suppose que, pour tout réel X, il existe un unique élément petit a dans grand A tel que dA de X, c'est la distance entre X et A, qui est nécessairement égale à valeur absolue de X moins A, parce que distance, c'est la distance usuelle sur R. Petit a a montré que grand A est fermé, et puis il faut montrer que grand A est un intervalle. Pour montrer que grand A est fermé, donc en fait on peut appliquer une chose qu'on a déjà vue, mais bon, voyons. Donc je vais utiliser, d'après 2, X appartient à A bar, si et seulement si, dA de X, c'est égal à 0. Pour montrer que A est fermé, il faut montrer que A égale A bar. Et pour montrer que A égale A bar, il suffit de montrer que A bar est inclus dans A, car A est toujours inclus dans A bar, un ensemble est toujours inclus dans son adhérence. Donc pour montrer que l'ensemble est fermé, il faut montrer l'autre inclusion. Donc je prends un élément de A bar, donc soit X dans A bar. Alors d'après l'hypothèse, il y a un élément petit a de grand A, tel que dA de X, c'est la même chose que la distance entre X et A. Donc, valeur absolue de X moins 1. Or, X est dans A bar. Donc, d'après ce qu'on a dit ici,
la distance dA de x égale 0. Mais cette distance c'est égal à valeur absolue de x moins a. Donc x moins a égale 0. Pour avoir x moins a en module égale 0, c'est-à-dire il faut avoir que x égale a. Mais voyons, le x c'est dans a bar, il faut que je montre qu'il est dans grand A. Il est égal à un élément petit a qui lui est dans grand A. Donc x est égal à un élément de grand A, donc il est lui-même dans grand A. Or, petit a appartient à grand A, donc x appartient à grand A, et on a ce qu'il faut, on a montré l'inclusion, et on a montré que A est fermé. Maintenant, il faut montrer que A est un intervalle. Pour montrer que grand A est fermé, on a utilisé l'existence de cet élément petit a, mais pour montrer qu'il est un intervalle, on va montrer son unicité, qu'il est unique. Comment je vais montrer que grand A est un intervalle? Pour une contradiction, supposons que grand A n'est pas un intervalle. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui caractérise un intervalle? Si l'ensemble n'est pas un intervalle, donc je peux trouver deux éléments de l'ensemble et un élément qui est compris entre les deux mais qui n'est pas dans l'ensemble. Pour faire le petit schéma, donc ça c'est R, et puis je peux trouver un élément petit a de grand A, un élément petit b de grand A. Donc si A n'est pas un intervalle, je peux trouver deux éléments de grand A, petit a et petit b, et un élément entre les deux, qui est compris entre les deux, disons cet élément-là, petit c, qui n'est pas dans grand A. Et maintenant, je veux montrer que si ça se produit, alors il y a en fait un élément x, quelque part de R, dont la distance à A n'est pas atteinte en un unique élément de grand A. Bon, comment je peux trouver ce x-là? Je vais regarder les éléments de grand A qui sont plus grands que C, à droite de C. Peut-être que ça commence quelque part ici. Je sais pas. Donc les éléments de A, je vais les tracer en rouge. Et puis je regarde le plus petit élément de grand A qui est strictement plus grand que C. Donc je lui donne un nom, je vais dire alpha. Donc alpha. Ça c'est alpha. Et puis je regarde à gauche du C. À gauche du C, il y a aussi des éléments de grand A. Il y a en particulier le petit a, mais il y a peut-être d'autres. Et donc, je regarde ceux qui sont les plus proches. Celui le plus proche de C à gauche, je vais l'appeler bêta. Bon, l'idée c'est ça, c'est l'intuition de ce qui se passe. Attention, grand A est fermé, donc alpha et bêta sont des éléments de grand A. Et maintenant, tout ce qui est entre alpha et bêta ne fait pas partie de grand A, parce que, voilà, à droite du C, les éléments de grand A commence à partir du alpha, c'est comme ça que je choisis alpha, et à gauche, ils sont tous avant bêta, c'est comme ça que je choisis le bêta. Donc, tout ce qui est à l'intérieur en vert, ça ne fait pas partie de grand A. Et maintenant, quand je peux trouver un élément de R dont la distance à grand A n'est pas atteinte en un point, mais en deux points, je prends le milieu de alpha bêta. Le point juste au milieu, alpha plus bêta sur 2. Celui-là, sa distance à grand A, la plus petite distance à un élément de A, c'est cette valeur-là, mais qui est égale à cette valeur-là justement parce que j'ai pris le milieu de alpha et bêta. Et l'unicité n'est pas vérifiée parce que j'ai un élément, celui-là. Le point de grand A qui est le plus proche de cet élément, en fait, on a un 2. Il y a le alpha, il y a le bêta. Il n'y a pas un seul. Et ça contredit l'hypothèse. Donc formalisons cette preuve. Je vais dire soit A, B, des éléments de A, avec A plus petit que B, et C, un élément de l'intervalle AB qui n'est pas dans A. Donc je vais dire que A, B et C existent car grand A n'est pas un intervalle et c'est notre hypothèse pour trouver une contradiction. Maintenant je veux regarder ce point alpha, donc à droite de C, là où grand A commence, à droite du C. Donc c'est quoi la définition rigoureuse de ce point alpha? Donc je vais dire soit alpha. Vous pouvez arrêter la vidéo et penser à une définition rigoureuse. Comment je dois définir alpha mathématiquement? C'est l'inf en fait. Donc inf de quoi? Inf de C plus l'infini inter A. C'est un min en fait parce que A est fermé. Et puis le bêta. Bêta c'est alors le sup de moins l'infini C inter A. D'abord notez que ces ensembles-là, cet ensemble-là et cet ensemble-là sont non vides. Car petit a est dans le premier, petit b est dans le second. Donc ça a un sens de parler du inf et du sup. Maintenant je dis que bêta alpha inter a égale vide. Si j'ai un élément de bêta alpha inter a, soit c'est égal au C, l'élément C, mais ça c'est impossible parce que C n'appartient pas à A. C'est ce qu'on a ici.
Soit ça doit être plus grand que C, donc ça doit être dans l'intervalle C plus l'infini inter A. Donc ça doit être plus grand que l'inf de C plus l'infini inter A, donc plus grand que alpha. Mais moi je dis que je prends un truc plus petit que alpha, un truc de l'intervalle. Donc c'est impossible. Et pareil, ça peut être à gauche du C, parce que sinon ça devrait appartenir à cet ensemble-là. Donc ça doit être plus petit que le sup de l'ensemble, donc plus petit que bêta. Et donc ça peut être dans cet intervalle-là. Cette intersection est vide. En particulier, si je prends Z égale alpha plus bêta sur 2, cet élément n'est pas voilà, bon, je peux dire qu'il n'appartient pas à A. Je dis maintenant que alpha, bêta, E appartiennent à A, car A est fermé, d'après la première question de cette question-là. C'est l'une des propriétés des fermés de R. Si grand A est fermé, et C est un sous-ensemble non vide de A, alors l'inf de C est dans grand A. Et maintenant, c'est quoi la distance entre Z et A? Donc Z, c'est le milieu ici. C'est quoi la distance entre Z et grand A? La plus petite distance entre Z et un élément de grand A, donc ça peut être atteinte comme distance entre Z et alpha. Alpha est un élément de A, ou comme distance entre Z et bêta. Si vous êtes au point Z et vous voulez marcher la plus petite distance qui vous amène à un élément de A, vous pouvez aller soit à droite, soit à gauche. Ce sera exactement la même distance, qui est alpha moins bêta sur 2. La distance entre Z et A, on l'écrit dA de Z, donc dA de Z, c'est égal à bêta moins alpha sur 2, et c'est égal à la distance entre Z et alpha, qui est égale aussi à la distance entre Z et bêta, et alpha et bêta sont des éléments de grand A. L'unicité n'est pas satisfaite, donc pas d'unicité, et c'est une contradiction. Pas d'unicité. Si l'hypothèse c'est qu'il existe un unique élément, bon, alpha dans A, tel que la distance égale à la distance à cet élément. Ici, j'ai trouvé deux éléments, alpha et bêta. Ils sont distincts, parce que bêta est strictement plus petit qu'alpha. Bêta est à gauche du C, et alpha à droite du C. Et donc, en supposant que A n'est pas un intervalle, on est tombé sur une contradiction. Et donc, conclusion, grand A est un intervalle. Le rapport de jury, ça dit quoi sur ces deux questions? Pour la question 7, ça dit, la question 7 a donné lieu à beaucoup d'erreurs de raisonnement, s'expliquant par des confusions entre fermé et compact. C'était celle-là, la question 7. A, par hypothèse, n'était pas un compact, mais c'était un fermé d'un euclidien, donc il fallait considérer l'intersection de A avec la boule fermée pour avoir un compact et pouvoir appliquer le résultat de la question 6. La question suivante, celle pour démontrer que A est un intervalle. Donc ça a été abordé par bon nombre de candidats. Rappelons que la négation d'être une partie ouverte n'est pas être une partie fermée. Donc dans le 8.1, il fallait montrer que A est fermé. Apparemment, beaucoup de gens, pour démontrer que c'est une partie fermée, ils ont essayé de démontrer que c'est pas une partie ouverte. Mais non, on peut avoir une partie non ouverte qui est aussi non fermée. Q, comme partie de R, c'est ni ouvert ni fermé. Donc pour montrer que c'est fermé, il suffit pas de montrer que c'est pas ouvert. En outre, une réunion quelconque de fermé n'est pas forcément un fermé. Ici, apparemment aussi, certains ont essayé de montrer que, pour montrer que A est fermé, il suffit de la montrer comme une réunion de fermés. Mais non, ça ne donne pas que A est fermé. Parce que la réunion, par exemple, des intervalles de la forme 1 sur n1, pour n plus grand ou égal à 2, la réunion de ces trucs-là, c'est une réunion de fermés, c'est l'intervalle 0, 1, qui n'est pas fermé. Pour la question 9 qu'on va faire maintenant, la question 9 a été assez abordée de manière significative. Quelques confusions sur la notion d'hyperplan ont été relevées. Voyons, question 9. On se place dans Rn, oui, sa structure affine euclidienne usuelle. Donc c'est juste l'espace vectoriel Rn avec le produit scalaire usuel qu'on connaît et la distance associée à ce produit scalaire. Soit H un hyperplan de Rn, dont l'équation cartésienne est celle-là. Donc un hyperplan d'un espace vectoriel, c'est un sous-espace de codimension 1. C'est-à-dire son supplémentaire dans l'espace admet une dimension 1. Et si votre espace total est de dimension finie n, donc un hyperplan sera alors un sous-espace de dimension n-1. Établir pour tout x égale x1, xn dans Rn, la relation, la distance entre x et h, c'est donné par cette formule-là. Donc en particulier, ça, c'est une généralisation d'un truc qu'on apprend d'habitude en géométrie dans R3, une formule qui donne la distance entre un point de l'espace et un plan. Donc si vous menez la perpendiculaire de ce point au plan et vous calculez cette distance-là, sera égale à quoi?
Si vous êtes dans R3, le plan sera une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Et la distance entre un point quelconque et le plan sera donnée par une formule pareille. Ici, ce point, c'est x, qui est x1, xn. Et puis, je prends un point y du plan, y, donc c'est y1, yn. Et je veux la distance minimale entre ce x et ce y, lorsque y varie dans le plan. Donc la longueur minimale de ce trait en vert. Ça devient minimal lorsque, voilà, la direction de x moins y sera orthogonale au plan. Donc ce sera cette grandeur-là en orange. Ça, c'est la distance. Et la direction orthogonale au plan, on la connaît. Ce sont les coefficients A1, A2, AN. Donc la direction du vecteur orthogonal, c'est A1, A2, AN. Ce vecteur normal n'est pas unitaire. Donc, pour le rendre unitaire, je peux diviser par sa norme, qui est racine de A1 carré plus A2 carré plus AN carré. Voilà, c'est le même truc qui apparaît ici. Et maintenant, je vais dire la distance entre x et h, ou dh de x, c'est égal à... Je vais le faire de la façon suivante. Je vais prendre le vecteur en vert et faire sa projection orthogonale sur la direction normale au plan. C'est-à-dire multiplier par le vecteur normal, celui-là, scalairement. Et ça me donne la longueur du truc en orange, si je le prends en valeur absolue. Parce que le vecteur normal peut être de l'autre côté, ça donne un produit scalaire négatif. Donc je vais dire, ce truc-là, c'est x moins y, scalaire, le vecteur normal, qui est A1, AN, sur la norme. Le produit scalaire, comment on le calcule? Donc c'est simple, donc x, y, c'est le vecteur x1 moins y1, x2 moins y2 jusqu'à xn moins yn. Donc je vais sortir ce 1 sur racine carrée à l'extérieur du produit scalaire, et il me reste alors A1 fois x1 moins y1, plus A2 fois x2 moins y2, jusqu'à AN fois xn moins yn. Maintenant, je connais pas les coordonnées de y, je veux faire apparaître ce b là, donc comment je fais? Je sais que y1, y2, yn c'est un élément du plan. Et donc je sais que A1, y1 plus A2, y2 jusqu'à AN, yn plus b c'est égal à 0, car y appartient à l'hyperplan, appartient à h. Et donc, le A1, Y1 plus A2, Y2 jusqu'à N, YN, qui va apparaître tout à l'heure, je vais le remplacer par moins B. Et donc, voyons. Donc, dans le produit scalaire, j'ai la somme des AI, XI, donc A1, X1 plus A2, X2 jusqu'à AN, XN. Et puis, il me reste moins A1, Y1, moins A2, Y2 jusqu'à moins AN, YN. Et ça, c'est d'après ce qui est là. C'est exactement égal à B. Donc, la somme des moins AI, YI, c'est égal à B. Donc, j'écris ici un plus. C'est ce qu'il faut. Il manque la valeur absolue, bien sûr. Parce que la distance, c'est la valeur absolue du produit scalaire. Donc, c'est la valeur absolue de tout le truc. Et c'est une valeur absolue ici. Et c'est exactement la formule qui est demandée. Et avec ça, on finit la partie 1A de ce sujet. Dans la prochaine vidéo, je vais faire la partie 1B.